Salut, j'espère que vous allez bien. Je sors à peine du Covid, donc je suis désolée si j'ai l'air parfois un petit peu fatiguée et si je cherche un peu mes mots ou si j'oublie certaines informations. Je vous avoue que je suis toujours très fatiguée, mais j'avais très envie de venir faire cette vidéo. Le Covid a totalement contrarié mes plans en termes de ce que je voulais produire cette semaine et partager avec vous. Donc je prends sur moi pour venir vous faire un petit, non pas un petit book haul, parce que je sais pas si vous pouvez vraiment voir, mais il y a ici beaucoup de livres. Vous allez voir, ça va être séparé en deux parties, je pense de manière assez repérable. La première partie, ça va être uniquement de la littérature africaine, notamment des livres que j'ai déjà lus pour certains, mais une minorité. Il s'agit en fait de livres que j'ai achetés pour ma classe. Étant donné que vous le savez peut-être, mais je vais le redire parce que je pense que ce genre de vidéo peut drainer ou attirer un certain nombre de personnes qui ne me suivent pas forcément de manière assidue ou même qui ne me suivent pas du tout. Je suis prof de lettres modernes et je suis aussi prof de français langue étrangère et je suis depuis 3 ans prof de FLE, donc de français langue étrangère ou de FLS comme vous préférez, dans une UPE2A qui accueille des élèves mineurs isolés étrangers venant de pays d'Afrique subsaharienne. Et cette année, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit peu le début, de créer une sorte de petite bibliothèque représentant en fait la pluralité des littératures africaines, leur permettant aussi ainsi de voir que la littérature ce n'est pas un truc de blanc, que les livres c'est pas un truc de blanc et qu'il y a des choses hyper intéressantes et hyper belles et hyper importantes culturellement qui se sont faites et qui se font en Afrique. Et je l'ai enfin fait cette année, donc c'est un tout petit début bien évidemment de bibliothèque que j'aimerais proposer. Donc c'est des livres que j'ai achetés mais que je vais mettre à la libre disposition ou presque des élèves. Donc j'ai un peu peur que certains livres ne reviennent pas, mais bon, c'est pas grave. Il y en a quelques-uns que je veux à tout prix lire avant de leur passer parce qu'ils ont l'air extrêmement intéressants. Le premier, il s'agit de Anguille sous roche de Ali Zamir, ce qui m'a vraiment donné envie de me procurer ce livre-ci, qui est encore une fois aux éditions, enfin encore une fois vous allez comprendre, aux éditions Le Tripode. C'est parce qu'il est comparé à l'art de la joie de Goliarda Sapienza, qui est un livre, je vais arrêter de faire du suspense pour rien, que j'ai lu récemment et que je compte tout simplement analyser, ou en tout cas j'ai vraiment envie de vous en parler en vidéo parce que c'est un ouvrage qui m'a vraiment intéressée, enfin bon bref, beaucoup d'émotions différentes. Il est écrit sur la 4e de couverture que c'est un roman étourdissant et envoûtant aussi ample que l'art de la joie de Goliarda Sapienza, par la beauté de son héroïne et la force de sa langue. C'est comparé, enfin c'est même décrit comme un miracle littéraire. Voilà, donc je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Les prémices de l'intrigue, c'est une jeune femme qui se noie dans l'océan Indien et on part en fait de ce moment-ci où, alors qu'elle est en train de se noyer et que ses forces l'abandonnent, ses pensées sont en train bien évidemment de s'agiter, etc. Je sais vraiment pas trop ce que ça peut donner. C'est un auteur qui vient des Comores et qui a 27 ans, en tout cas qui avait 27 ans quand ce roman, qui est son premier roman, a été publié. Donc on en est qu'au premier livre et je sens déjà que je transpire, que j'ai chaud et que je suis pas bien. Ensuite rapidement, parce que ceci, il n'y a pas besoin vraiment de le présenter plus que ça, c'est un recueil de poésie de Senghor. C'est un peu indispensable je pense d'avoir Senghor quand on veut avoir une petite collection, une bibliothèque africaine. J'ai un recueil complet aux éditions Gallimard de Senghor. Cependant, j'avais envie de quelque chose de plus abordable pour mes élèves parce qu'il ne faut pas oublier que mes élèves sont sont lecteurs mais ne lisent pas de littérature ou quasiment pas, n'ont pas été scolarisés ou quasiment pas, et donc voilà, c'est vraiment plus pour avoir Senghor, pour leur permettre de se familiariser avec la forme poétique. Ça reste quand même loin d'être accessible à mon sens, Senghor, donc j'ai opté pour un recueil plus petit qui serait moins intimidant également. Très important. J'ai acheté 2 livres qui sont indispensables, Les Soleils des Indépendances ainsi que Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma. Je n'ai pas lu Allah n'est pas obligé, j'ai lu Les Soleils des Indépendances, j'ai une vidéo entière dédiée à ce roman, je vous l'inscrirai ici ou en barre d'infos si vous souhaitez la regarder, ce que je vous conseille de faire, non pas parce que ma vidéo est incroyable mais parce que ce roman est vraiment très intéressant. Que vous dire d'autre? Amadou Kourouma, c'est un grand auteur ivoirien, beaucoup de mes élèves sont ivoiriens, donc voilà, ça semblait un petit peu une évidence, et puis c'est extrêmement intéressant d'un point de vue littéraire et ça offre des tas d'opportunités d'exploitation pédagogique en classe, même pour des niveaux il me semble un petit peu débutants. Voilà, donc
de Amadou Kourouma. Ensuite quand même Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. Lui aussi je l'avais déjà dans ma bibliothèque et en fait c'est vrai que lui il n'aurait pas été nécessaire de le racheter parce que pour être tout à fait franche j'avais commencé à le lire et je suis jamais allée bien loin parce que j'ai détesté l'écriture. Peut-être que ce serait différent à l'heure actuelle, donc il faudrait peut-être que je réessaye. Je souhaitais inclure bien évidemment des autrices dans cette bibliothèque, extrêmement important surtout pour mes élèves parce que c'est un autre sujet et je n'ai pas envie de créer une controverse ou une vidéo polémique, mais oui, croyez-moi, les différentes régions du monde ne sont pas égales en termes de reconnaissance des droits des femmes et de lutte contre les stéréotypes et contre le sexisme et la misogynie. Et dans certaines régions du monde, il y a encore beaucoup plus de travail à faire que dans d'autres. Voilà. Donc j'avais très envie d'inclure des autrices pour leur montrer que les femmes qui écrivent des livres existent et que c'est important et que leurs expériences à elles aussi comptent. Et bien évidemment, la question de la migration est une question qui les touche personnellement et directement, donc ça me semblait être important. Pour rester dans la veine des autrices, beaucoup de littérature quand même là. J'ai repris Une si longue lettre de Mariam Abba, roman incroyable que j'espère étudier un petit peu plus en détail avec eux parce que, encore une fois, la plupart de mes élèves sur 3 ans qui venaient d'Afrique donc subsaharienne et qui étaient musulmans considéraient que la polygamie était tout à fait normale et que c'était bien et que les femmes le souhaitent, etc. etc. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas lu, je vous le recommande, mais dans ce court roman, Mariam Abba, qui est l'une des premières autrices sénégalaises à avoir été publiée sous la forme d'un roman et en prose, livre le témoignage absolument honnête et bouleversant d'une femme qui voit son mari prendre une seconde épouse. Voilà. Ensuite, L'intérieur de la nuit de Leonora Miano que je n'ai jamais lu. Voilà. Pour être franche, celui-ci c'est tout à fait une découverte, c'est juste que je sais que c'est un nom important de la littérature, elle est camerounaise, ça me semble important aussi même si je n'ai jamais eu d'élèves camerounaises et voilà, je pense que ça va être quand même une lecture intéressante qui pourra leur plaire parce qu'il y a une dimension un petit peu de conte et de folklore et de tradition, ce qui se retrouve dans celui-ci que j'ai acheté, non pas celui-ci pardon, excusez-moi je fais n'importe quoi. Dans celui-ci, il n'y a pas de petite querelle d'Amadou Hampâté Bâ. Alors Amadou Hampâté Bâ, c'est un auteur incontournable de la littérature africaine, un auteur malien. J'ai de lui l'enfant Peul, je crois qu'il s'appelle comme ça, mais il est énorme, c'est vraiment une brique, donc impossible pour mes élèves. J'ai trouvé que ça c'était un bon compromis pour à la fois pouvoir lire un auteur culte et emblématique et en même temps avoir accès à des textes qui sont sans doute beaucoup plus faciles et qui peut-être rappelleront certaines choses qu'ils connaissent ou pas, étant donné que ce sont des contes traditionnels du Mali ou de pays voisins, sachant que comme en Europe, il y a évidemment des liens, des proximités, des analogies qu'on peut faire entre les contes, les traditions, les folklores, etc. Il nous reste 4 livres. Un roman d'Aminata Sofol, son 5e roman d'ailleurs, le Jujubier du Patriarche. Aminata Sofol, je l'avais mise au programme du club de lecture il y a des années, je ne sais même plus en quelle année d'ailleurs. C'est une autrice qui a une manière d'écrire extrêmement orale, très directe et qui est toujours porteuse d'un message politique ou social. Donc là, il semblerait que ce soit plutôt l'enjeu de la mémoire et bien évidemment toujours aussi la présence du social, comme je vous l'ai dit, avec les différentes castes et les inégalités sociales. 3 derniers romans. Alors, je ne pouvais pas ne pas prendre un Alama Bankou, sachant que pour être transparente, en fait, Alama Bankou, je ne l'ai jamais lu en tant que romancier. Attendez. Je ne l'ai jamais lu en tant que romancier. Je l'ai lu en tant que critique littéraire et en tant qu'essayiste et en tant que personne extrêmement intellectuelle, intelligente, claire et passionnante, avec 8 leçons sur l'Afrique. Encore une fois, j'ai dédié une vidéo à ce livre aussi. C'était le roman qui était un petit peu le plus court, qui semblait correspondre à voilà, certains thèmes qui pouvaient toucher mes élèves et leur plaire. Je ne sais pas si celui-ci sera vraiment accessible, il a l'air quand même un petit peu plus dense et un petit peu plus complexe peut-être, mais en tout cas voilà, se confronter aussi à l'objet livre, tout simplement lire 2-3 extraits, réfléchir à une phrase, à une parole prononcée, à un idiome qui pourra être utilisé,
Bref, ça parle aussi de l'immigration, donc c'est bien évidemment pour ça que je l'ai choisi. Et ensuite, deux derniers romans de Tierno Monemambo, ou Monemambo, je suis pas trop sûre de comment on le prononce, qui est un auteur guinéen. Je n'ai jamais lu de littérature guinéenne et j'ai beaucoup d'élèves guinéens, donc je voulais vraiment qu'ils se sentent aussi représentés. Sachant que malheureusement j'ai un élève congolais, mais je crois que je n'ai pas de littérature congolaise, donc il faudra peut-être que je refasse quelques recherches sur ça. Tierno Monemambo, peut-être que vous en avez entendu parler, étant donné qu'un de ses ouvrages a reçu le prix Renaudot en 2008. Je crois qu'il est assez connu quand même en France. Le premier, c'est Le terrorisme noir. Il retrace l'histoire des tirailleurs qu'on appelait tirailleurs sénégalais, même si en réalité ils n'étaient pas tous tirailleurs sénégalais. Et ici, c'est plutôt sur un petit peu, je pense, quelque chose qui pourra rappeler, même si je pense que le style est très différent, ce qu'on peut retrouver chez Kuruma avec toutes les traditions, un petit peu toute la mythologie du pays et la magie, les griots, et un personnage qui revient sur son existence. Voilà. Donc à titre personnel, je suis surtout curieuse de découvrir cet auteur, Tierno Monemambo. J'avais un élève qui s'appelait Tierno en plus, Tierno Mouktar. J'ai aussi envie de lire, laissez-moi le retrouver, le premier dont je vous ai parlé, Anguille sous roche d'Ali Zamir. Allah n'est pas obligé. Et pourquoi pas laisser une dernière chance à Fatou Diom, parce que ce serait quand même dommage de passer à côté d'une autrice que j'aime peut-être maintenant. Alors ensuite on passe au livre que j'ai acheté pour moi uniquement, et vous allez voir, ça... Alors... Déjà, il n'y a que des autrices. Ensuite, c'est très éclectique. Ensuite, il y a du contemporain. Il y a des pays dont on ne parle jamais. Bref, je pense que ça va pouvoir vous intéresser. On va commencer avec celui-ci. Alors, il y a deux de littérature coréenne. Donc, on va commencer. Le Jardin de Ye Yong-pyeon. Il s'agit d'un roman d'horreur, un thriller, voilà, un peu ces catégories ici, hein, c'est publié dans Rivage Noir, donc ça vous donne une idée. Il y a un homme qui est paralysé après un accident de voiture et qui donc est cloîtré chez lui, sous la responsabilité de sa belle-mère, qui finit par avoir un comportement extrêmement étrange et à creuser un trou dans le jardin. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, donc il était temps. Deuxième livre de littérature coréenne, Cursed Bunny de Bora Chung. Pas de résumé, rien du tout. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais c'est un recueil de nouvelles. Je sais que Yelenska en avait parlé en vidéo et je crois aussi qu'elle avait fait un post sur Insta. Elle avait dit que ça l'avait vraiment intéressée, que ça avait été une bonne lecture. Et je l'avais repéré depuis cette époque-là. J'ai enfin sauté le pas. Je trouve que le livre est absolument superbe. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment bien voir. Je pense que oui, quand même. Voilà, pour moi, c'est vraiment un bel objet livre. J'aime, de plus en plus lire des recueils de nouvelles. J'aime énormément la littérature coréenne, en fait. Vraiment. Il y a 2 ans, on avait fait l'automne coréen et j'avais absolument adoré. Je sais que moins de personnes avaient participé que pour le printemps japonais, alors que même si, bon, j'adore la littérature japonaise, etc., c'est une littérature que j'ai étudiée, c'est une littérature que je lis depuis maintenant plus de 10 ans, bon, c'est une littérature que je peux par extrait lire en langue originale, donc il y a vraiment beaucoup d'affinités, etc., mais pour être franche, hein, la littérature coréenne, waouh! Incroyable production actuelle, énormément de choses qui sont vraiment intéressantes, originales, particulières, beaucoup de sujets que j'aimerais franchement étudier et développer en profondeur, donc j'espère le faire prochainement sous différents formats, comme un format de revue peut-être, qui sait. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, j'ai sorti le premier numéro d'une revue littéraire. Il y aura un lien en barre d'infos si vous le voulez. Bref, donc hâte de lire ceci. Il semblerait que ce soit par contre des nouvelles plutôt dérangeantes ou qui flirtent avec l'horreur, avec le fantastique, avec des éléments un petit peu déstabilisants. Tout ce que j'aime, bref. Ensuite, littérature chinoise, en voulez-vous? Vous en voulez, nous en avons. Impératrice de Shansa. Alors, j'ai hâte de lire ça. Alors je sais pas, en ce moment j'ai vraiment envie de lire
des romans un petit peu comme ça en fait, des romans un petit peu historiques, un petit peu foisonnants, avec de l'action, etc. En fait, j'ai envie de lire. Si vous avez vu ce drama, il y a un drama en je ne sais plus combien d'épisodes, mais un nombre incroyable, qui est sur Netflix, qui s'appelle Empress Ki, ou l'impératrice Ki. C'est un drama coréen qui date, hein, donc voilà, le jeu enfin, ça se voit que c'est un vieux drama, mais alors je l'ai dévoré il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus, et en fait, il me semble, si je ne m'abuse, que c'est inspiré de faits réels. Bref. Donc j'ai envie de ça, mais en livre, voilà. Je vais pas trop vous en parler, j'ai un petit peu envie de faire quelque chose autour de la figure des régentes ou des impératrices ou des femmes de pouvoir et de tout simplement d'observer les difficultés qui ont été les leurs. Et voilà, donc pour vous donner envie peut-être, hein, elle est née dans la fameuse dynastie Tang dans quelque chose, un siècle que je ne pourrais pas vous dire parce que je suis absolument nulle en histoire et que je connais pas l'histoire chinoise et qui a du 7e siècle. Elle a grandi au bord du fleuve Long où elle apprenait à dompter les chevaux. Elle est entrée au gynécée impérial où il vivait 10 000 concubines. Super. Elle a connu les meurtres, les complots, les trahisons. Elle est devenue impératrice de Chine. Elle a connu la guerre, la famine, l'épidémie. Elle a porté la civilisation chinoise à son apogée. Elle a vécu entourée de poétesses, de calligraphes et de philosophes. Elle a régné sur le plus vaste empire sous le ciel, dans le plus beau palais du monde. Elle est devenue l'empereur sacré qui fait tourner la roue d'or. Son nom a été outragé, son histoire déformée, sa mémoire effacée. Les hommes se sont vengés d'une femme qui avait osé devenir empereur. Impératrice, mais empereur. Je comprends pourquoi c'est utilisé comme ça là. Pour la première fois depuis 13 siècles, elle ouvre les portes de sa cité interdite. Deuxième lecture dont j'ai hâte. Il s'agit de Half a Lifelong Romance de Eileen Chang. Eileen Chang, j'ai lu d'elle un ouvrage dont j'ai oublié le titre qui était publié aux éditions Zulma. Fallen Love. Fallen Cities, quelque chose comme ça, c'était un titre en anglais. Et j'avais beaucoup aimé, et en fait Eileen Chang, c'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir davantage. J'ai même fait une illustration d'ailleurs de l'autrice. Il s'agit d'une histoire d'amour, comme le titre quand même l'indique un petit peu, entre une jeune employée d'usine et un jeune ingénieur qui vont devoir affronter les pressions familiales, les transformations de la société, etc. et essayer de construire à Shanghai dans les années 30 un futur ensemble alors que tout semble quand même les séparer. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est un petit peu long donc je me le réserve pour quand je serai vraiment motivée. Elle a été peu traduite en français, ou en tout cas les traductions françaises sont pas forcément facilement trouvables, et certains de ces films ont été adaptés, dont un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, que j'avais absolument adoré, j'en avais parlé dans un bilan culturel. J'ai aussi acheté ce livre-ci, qui est d'une autrice taïwanaise, si je ne m'abuse, qui avait été, alors, recommandé, je ne sais plus, mais en tout cas Nabolita en avait parlé. Il s'agit de Tuer son mari de Li Hang. Je ne sais pas si je vous dis le résumé, parce que j'ai l'impression que le résumé en donne beaucoup sur l'intrigue. En tout cas, il est écrit que c'est un livre qui est placé sous le signe de la mort et de la fatalité, que c'était une tragédie moderne, l'histoire d'une soumission et d'une révolte. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus parce que sinon ça va un petit peu gâcher le plaisir de lecture. On va rester en Asie avec un dernier livre. Donc, alors, je déteste la couverture, malheureusement. Bref. Il s'agit de Beauty is a Wound, que je trouve déjà comme titre génialissime. La beauté est une plaie, ou une blessure, mais je trouve que c'est très beau et très triste, mais très vrai. Bref, il s'agit d'un livre par une autrice, Eka Kurniawan, indonésienne. Alors, c'est quand même un livre qui relève du fantastique et un petit peu de l'horreur. Une jeune femme qui était prostituée, 21 ans, non, 21 ans après sa mort, refait surface, enfin surgit littéralement de sa tombe en fait, et retrouve ses enfants, ses petits-enfants, etc. qui eux vivent dans un milieu extrêmement violent, avec beaucoup d'agressions en tout genre, etc. Et on va voir ce qui se passe après l'arrivée du coup de cette revenante et de cette fantôme. Je suis impatiente de le découvrir. C'est l'un des livres qu'il me tarde le plus de lire. J'ai beaucoup d'attentes, donc j'espère vraiment ne pas être déçue. Et apparemment c'est vraiment aussi un portrait satirique de l'Indonésie. Ça parle de la colonisation
et de l'impérialisme, ça parle de la répression politique, de la dictature. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Quand je l'ai trouvé, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit waouh, incroyable, génialissime. Ça a le potentiel d'être un livre que j'adore, comme ça a le potentiel malheureusement de passer totalement à côté de ce que j'espère. Donc croisons les doigts. Et enfin, il reste juste 3 petits ouvrages. Je me suis procuré The Bloody Chamber d'Angela Carter, qui est une réécriture des contes que nous connaissons comme Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant, etc. etc. Et 2 derniers livres. I Who Have Never Known Men de Jacqueline Harpman. Il s'agit d'une dystopie, je vais vous lire le résumé, très profond sous la terre. 39 femmes vivent emprisonnées dans des cages, elles sont surveillées par des gardes et ces femmes n'ont aucun souvenir, aucune mémoire de comment elles sont arrivées là. Elles n'ont pas de notion du temps et uniquement quelques vagues souvenirs de leur vie d'avant. Il y a une prisonnière qui est une jeune fille qui va devenir la 40e prisonnière, qui finalement trouve le moyen de s'échapper et de survivre et de remonter en haut dans le monde d'en haut qui est devenu un monde différent. Écoutez, il est court, je pense que je vais le lire rapidement. Et enfin, un Clarice Lispector, Bonheur clandestin, nouvelle, voilà. J'ai envie de relire Clarice Lispector et je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose de trop long, de trop ambitieux parce qu'elle a une plume très particulière. Donc des nouvelles, ça me semblait extrêmement approprié. Et bien voilà, c'est déjà fini, ça fait quand même 21 minutes que je vous parle de livres, j'espère que cela vous aura intéressé. J'ai quand même l'impression que c'était un book haul un petit peu différent d'habitude et qui proposait des livres qui sortent quand même assez des sentiers battus pour certains, donc j'espère que ça aura été intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt, je l'espère, et prenez soin de vous.